Hop. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous nous entendez bien. Hop. Je vais autoriser vos caméras, vos micros. Tac. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire. On est ravis de vous avoir parmi nous. Bonjour, bonjour. On va attendre quelques minutes encore, on va attendre 2 petites minutes, histoire que les gens arrivent tranquillement de leur pause déj. En attendant, peut-être qu'on peut vous demander dans le chat avec quelles attentes vous arrivez aujourd'hui, quelles sont vos attentes pour ce webinaire. Donc n'hésitez pas à y répondre dans le chat le temps que nos amis, camarades et collègues arrivent en nombre. Voilà. N'hésitez pas à partager vos attentes. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Merci Laetitia pour votre partage, donc des ressources et des idées concrètes sur le sujet. Parfait. Hop. Comment adapter en amont sur le moment de l'atelier le matériel aux besoins des participants. Trop bien. Un outillage pour pouvoir accueillir et accompagner. Bonjour Laura, j'ai été formée en accessibilité. Ça m'intéresse de trouver des tips pour la médiation numérique. Trop bien. De la curiosité, de savoir accueillir et savoir transmettre. Trop chouette. Des ressources. Comment créer un site accessible. Des ressources. Trop bien. Hyper chouette. Et de la curiosité. Génial. Merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas, ceux qui nous ont rejoints entre-temps, à mettre dans le chat quelles sont vos attentes pour ce webinaire. On espère qu'on arrivera à y répondre avec nos deux superbes intervenantes. Des ressources, des outils, des financements pour s'équiper en matériel spécifique. Trop bien. Merci beaucoup. Parfait. Eh bien, il est 14h04. Je vous propose qu'on démarre. Merci à tous et à toutes d'être présents à ce webinaire sur l'accessibilité et comment, comment est-ce qu'on adapte le contenu et nos contenus et nos ateliers à, à des personnes en situation de handicap. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ondine Vernier, je travaille à la Mednum, qui est la coopérative des acteurs de l'inclusion numérique, et j'ai la chance aujourd'hui d'être très bien entourée de Delphine et de Alice, que je vais vous laisser se présenter. À vous le micro. Bonjour à tous et à toutes. Au niveau du partage, c'est bon? Ça s'affiche bien? Parfait. Donc moi, je suis Delphine Guillomard. C'est moi qui vais vous présenter la grosse partie de ce webinaire. Et je suis ergothérapeute dans une structure qui s'appelle ICOM Provence. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez toujours venir voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Et Alice, je te laisse. Merci. Et oui, du coup, bonjour, Alice Peretta, chargée de mission animation au Hub du Sud. Et je m'occupe également de la coordination des formations des conseillers numériques et médiateurs numériques en région PACA. Donc voilà, vous avez peut-être vu passer des fois mon adresse mail si vous êtes de la région PACA. Et sinon, pour les autres, je ne sais pas si vous avez déjà fait des formations avec nous. Mais du coup, on a peut-être été en contact. Et je serai là, du coup, plutôt pour parler justement de la formation en dernier point. Qui va peut-être d'ailleurs plus correspondre à certaines demandes
que j'ai vu passer. Donc, on est effectivement sur un webinaire qui est plutôt introductif pour poser un petit peu les bases des choses. Et il y a tellement de ressources et tellement de choses à dire qu'on n'aurait pas assez d'une heure pour tout montrer, mais on va essayer de vous donner en tout cas des petits tips et des bonnes pratiques. Donc déjà, la première chose pour moi qui était essentielle à ancrer, c'était qu'on parlait tous de la même chose. Et qu'on avait bien conscience des enjeux et de l'impact des différentes situations de handicap que ça peut représenter au quotidien. Donc, on va voir d'abord tout ça sous forme d'un petit quiz. Donc, je vais vous pousser un peu à vous questionner, à prendre un peu de hauteur et de perspective là-dessus. Et puis, on aura tout ce qui est bonne pratique pour créer des supports et des ateliers, pas que les supports, mais aussi la posture, etc. On garde un temps pour répondre à toutes vos questions en direct. Et puis, Alice vous présentera la formation complémentaire à ce webinaire qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Alors, on est parti. Au début, je voulais vous poser la question et je me suis dit qu'on avait tellement de choses à dire qu'on va aller plus vite que ça. La première question qu'il faut se poser, c'est déjà, c'est quoi un handicap? Parce que c'est bien de parler de personnes en situation de handicap, mais qu'est-ce que c'est? Ça, vous le savez peut-être déjà, mais c'est pas grave, il faut toujours le rappeler quand même. C'est la loi du 11 février 2005 qui a permis de définir officiellement actuellement le handicap. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de mots en gras parce que chaque mot compte. Un handicap, c'est une limitation d'activité, c'est une limitation dans la participation à quelque chose, dans une société, dans un contexte, dans un environnement, par une personne, subi par une personne. C'est quelque chose qui n'est pas décidé d'elle-même, elle le subit. Et ça vient d'une altération qui peut être définitive, durable, temporaire, d'une ou plusieurs fonctions. Et là, on a les différentes catégories de handicap représentées par la loi, donc physique, sensoriel, mental. C'est un peu comme quand on dit cette personne est porteuse d'un handicap moteur ou d'un handicap sensoriel, etc. Mais on va le voir, en fait, le handicap, c'est bien plus large que juste une altération d'un sens. C'est tous les autres éléments qui s'imbriquent, qui s'entrecroisent pour créer. C'est quoi une situation de handicap? Et c'est là toute la différence, et on va se rendre compte que finalement, c'est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Le handicap, enfin la situation de handicap, en fait, il faut le voir comme ça. On a d'abord la déficience qui est liée à l'organe, vraiment ce qui touche la personne, quelque chose qui ne fonctionne pas comme il le devrait. Et puis ça va entraîner une incapacité à réaliser certaines actions ou des activités comme on le ferait habituellement. Mais dans un contexte particulier, cette limitation va nous empêcher de réaliser une action, va limiter notre participation à faire quelque chose. Et en fait, c'est ça qu'on va appeler la situation de handicap. C'est le fait d'être empêché de faire une action dans un contexte particulier. Et en fait, le handicap, c'est l'interaction au milieu de tout ça. Pour vraiment comprendre ces différents concepts-là et pour être sûr, j'ai envie de vous poser quelques questions pour prendre un peu de perspective. Et si nous étions tous finalement en situation de handicap, dans un contexte et un environnement donné à un moment de notre vie? Vous avez un plâtre, vous avez perdu vos lunettes, il y a plein de situations qui peuvent vous créer une situation de handicap. Et si le manque d'accessibilité, y compris numérique, était source aussi de situations de handicap, est-ce que ça entraînerait pas aussi une double peine pour les personnes qui ont déjà un handicap et qui se retrouvent face à un outil qui n'est pas accessible à eux? Et puis finalement, est-ce qu'on n'a pas tous sous la main des outils, des méthodes ou des solutions qui nous permettraient de limiter ces situations de handicap? Ben, c'est tout ça en fait qu'on va essayer de voir dans ce webinaire. Alors j'ai des petites questions pour vous. J'ai des petites questions pour vous sous forme de quiz. Voilà des petites situations assez simples. Dans les situations suivantes, qu'est-ce qui va créer la situation de handicap selon vous? On a Sophie, ici, qui se déplace en fauteuil électrique, fauteuil roulant électrique, et elle doit se rendre à un atelier numérique. Mais celui-ci, il est au 2e étage. Sauf que il n'y a pas d'ascenseur et il y a seulement des escaliers. La problématique ici, c'est quoi? Est-ce que c'est Sophie qui ne maîtrise pas suffisamment son fauteuil roulant?
Ou est-ce que c'est l'absence de rampe d'accès ou d'ascenseur qui empêche Sophie de rejoindre l'atelier? Ça paraît assez logique, effectivement. C'est le B. Comme vous avez tous répondu, je vous remercie de votre participation active. Prenons une autre situation. On a Marc, qui est malvoyant. Marc, il utilise un lecteur d'écran. Le lecteur d'écran, c'est la voix qui parle et qui indique ce qui se passe sur l'écran. Et il utilise ça pour consulter ses documents. Et vous lui avez envoyé un programme de l'atelier, sauf qu'il est en PDF. C'est-à-dire juste si vous aviez scanné et envoyé sans qu'il y ait eu d'analyse avant. Donc, le document, il n'est pas sélectionnable, il n'est pas structuré ou quoi que ce soit. Donc, quelle est la problématique? Est-ce qu'il a oublié ses lunettes, Marc? Ou est-ce que c'est le format de document qui est illisible pour son logiciel? Encore une fois, je pense que vous allez me trouver la réponse. On est OK que c'est le B. C'est pas Marc. Ça ne vient pas de ses lunettes. Autre petite situation, on a Léo qui, lui, présente une dyslexie, donc difficulté dans la lecture. Il peut être soit le déchiffrage, le décodage, soit la compréhension, soit les deux. En tout cas, c'est compliqué, la lecture. Et lui doit lire des instructions que vous avez préparées à l'avance. Sauf que, en fait, ce que vous avez préparé, le texte, il est très fourni, très dense, il y a beaucoup de contenu. Le texte, il est collé, justifié, et il y a une taille d'écriture qui est toute petite. Quelle est la problématique? Est-ce que c'est Léo qui n'a pas appris à lire à l'école, qui le met dans cette difficulté-là? Ou est-ce que c'est la mise en page du texte qui rend difficile le déchiffrage? Encore une fois, c'est le B. On est d'accord. Hop. Et puis là, ici, dans les situations suivantes, qui est en situation de handicap? Est-ce qu'on a Sonia, qui est paraplégique? Donc, elle a le bas du corps qui est limité au niveau de la mobilité. Il n'y a pas de problème au niveau motricité des membres supérieurs. Elle est en fauteuil roulant et elle souhaite devenir développeuse web et dispose de son ordinateur de bureau. Et puis, il y a Sofiane, qui est basketteur professionnel. Il fait 2,05 m. Et aujourd'hui, il doit passer un test PIX, donc un test numérique sur informatique, ça vous le savez, je pense, d'1h30, plus long que notre webinaire. Il s'installe dans votre espace numérique, mais il a ses genoux qui touchent le dessous de la table. À ce moment-là, qui est le plus en situation de handicap? C'est fou cette réponse B quand même. Là, voilà, pour l'instant, je ne vous demandais pas grand-chose, je vous demandais juste de réfléchir à ça et les réponses ont été assez logiques et instinctives. Maintenant, j'ai une question pour vous. Cette image, je l'ai utilisée juste avant. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me faire quelques petites remarques sur l'image que vous voyez? Est-ce que vous la trouvez accessible, bien, adaptée? Est-ce que vous l'utiliseriez vous-même? Des petites choses comme ça. Je vous laisse quelques petites secondes pour me dire ce que vous en pensez de cette image. Oui, ça ne représente pas du tout la réalité, on est d'accord. Non accessible pour des personnes qui ont des soucis visuels, un peu chargé, effectivement. C'est très beau, mais n'est pas certaine que ce soit le plus accessible. Alors, c'est le nouveau, les nouveaux styles un peu qu'on utilise parfois sur notre site internet, et c'est ce que j'ai fait remonter à notre directeur l'autre fois. C'est très chouette, mais voilà, on n'est pas hyper calé sur l'accessibilité visuelle là sur celui-là. Et enfin, dernière question. Parmi ces actions, laquelle avez-vous déjà faite au moins une fois sur votre téléphone ou votre ordinateur pour vous-même? Donc, A, augmenter la taille de la police pour mieux lire un texte. B, activer le mode sombre pour reposer vos yeux le soir. C, dicter un SMS à votre téléphone au lieu de l'écrire. Et D, zoomer sur une page web ou une photo pour voir un détail.
Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui ont le combo complet. Bon, en tout cas, on voit qu'on a tous dû faire des choses et choisir des adaptations finalement, à un moment donné. Moi, perso, j'utilise toujours la dictée pour faire un SMS. Conclusion de ce quiz, finalement, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de présenter une déficience pour se retrouver en situation de handicap et inversement. Typiquement, si vous êtes une personne sourde qui pratique uniquement la langue des signes, vous êtes en situation de handicap, effectivement, face à un groupe de personnes qui entendent et qui ne pratiquent pas cette langue. Et l'inverse, c'est aussi possible, comme quand on va à l'étranger, par exemple, on ne parle pas la langue. Et donc, l'accessibilité, en fait, ça ne concerne pas que les personnes porteuses d'un handicap. C'est une question de confort et d'efficacité pour tout le monde. Donc, ça va être aussi valable pour le numérique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, quand on reçoit une personne en atelier ou en accompagnement individuel et qu'on observe une difficulté, peu importe l'origine, finalement, la personne, elle va avoir du mal à réaliser une action, à accéder au support, à comprendre ce qui est écrit dessus, à maintenir son attention ou quoi que ce soit. On ne sait pas, on n'a pas les informations liées à son handicap, mais de toute façon, ce n'est pas grave parce qu'on ne va pas agir sur sa déficience. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, on va pouvoir agir sûrement sur l'environnement, aussi bien numérique que physique, sur le contexte d'apprentissage, et on va tenter de supprimer la situation de handicap. C'est le rôle des ergothérapeutes tout le temps, de travailler sur la situation. Et donc là, ça va être aussi le cas. Alors, très rapidement, au niveau du cadre légal, l'accès au numérique, c'est quand même le sujet, excusez-moi, c'est un droit. Donc, ça a des règles aussi à respecter, au même titre que la voirie, l'accessibilité au logement, la culture, etc. La plupart des éléments de cadre légal sont dans la loi du 11 février 2005. Et cette loi, elle a aussi introduit la notion de compensation du handicap, qui dit qu'on a le droit à la compensation des conséquences de son handicap sur la situation. Il y a l'accessibilité des ERP aussi, qui a été introduit là-dedans. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, quand on est sur la compensation, on travaille à l'équité et pas à l'égalité. On va apporter à chacun ce dont il a besoin en particulier. Donc ça, c'est vraiment très ancré dans le métier d'ergo, mais en fait, il faudrait qu'on le conçoive comme ça pour à peu près toutes les situations. Chacun ses propres besoins pour qu'on arrive tous à avoir le même niveau. Et dans ce cadre légal, on a aussi le RGAA. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le RGAA, ça dépend un petit peu des appétences de chacun. Qui en fait tout ce qui concerne les normes techniques d'accessibilité des sites web, des applications, etc. Et donc il y a ces 4 grands principes là que vous voyez qui dit que tout doit pouvoir être perceptible, donc un contenu identifiable visuellement, et si ce n'est pas le cas, d'avoir l'alternatif en auditif, donc c'est tout ce qui est texte alternatif. Pouvoir présenter de différentes manières sans perte d'information, donc une mise en page simplifiée, etc. C'est le côté perceptible. Après, il y a l'utilisable dans le sens, on doit pouvoir naviguer sur une page web et y trouver le contenu assez facilement, pouvoir tout faire au clavier et pas que à la souris. En tout cas, que ce soit, il y ait des alternatives. Avoir suffisamment de temps, éviter les flashs, les pubs pour éviter les crises d'épilepsie, etc. Et puis la compréhension, que tout soit facile et compréhensible, et éviter les erreurs. Et, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et le côté robuste, c'est l'anticipation de l'évolution des technologies aussi, que ça puisse suivre dans le temps et que ce soit compatible avec du matériel d'accessibilité. Ça fait partie des grandes règles qu'on va se rendre compte dans les bonnes pratiques, on va pouvoir réutiliser après. Niveau timing, on est bon? Allez, on continue. Alors, sur les bonnes pratiques, c'est le cœur un petit peu du webinaire. Bonnes pratiques pour mener l'atelier, pour préparer l'atelier, et puis quelques astuces pour les supports. Donc, le RGA va déjà donner des bases, mais voilà, on va voir qu'il y a d'autres choses à faire aussi un petit peu en avant. Sur la posture et la communication,
En fait, c'est la base. On a tendance à dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour adapter? Mais en fait, déjà, l'adaptation, elle commence par l'accompagnement et par la posture. Donc déjà, il y a le premier contact et l'inscription à cet atelier. La bonne pratique, c'est de demander, d'essayer de trouver en tout cas les pistes pour avoir les informations, pour pouvoir mettre en place des adaptations par rapport aux besoins de la personne. On ne va pas lui demander frontalement, est-ce que vous êtes en situation de handicap? Ça paraît dit comme ça logique, mais ça peut arriver des fois qu'on le fasse. Voilà. Donc non, on ne va pas être intrusif. Par contre, on peut faire un questionnaire de positionnement avant toute formation, avant tout atelier, surtout quand il y a des groupes ou quoi, ou alors lors d'un entretien simplement, et poser des questions du style rencontrez-vous des difficultés particulières pour utiliser un outil numérique? Donc ça place dans le contexte. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques pour vous, pour que ça se passe au mieux? Voilà, de façon un peu plus dans la conversation ou la manière de présenter l'information pour vous, quel est votre mode un petit peu de communication finalement. Du coup, normalement, selon comment ils vont vous répondre, vous allez pouvoir déjà vous dire, est-ce qu'il faut que je mette moins de lumière, plus tamisé ou pas? Est-ce qu'il faut que j'évite les flashs, les choses un peu compliquées? Au niveau du bruit, est-ce que le groupe, ça va le faire? Ou sinon, comment je peux adapter en fonction, etc. La fatigabilité, le temps de l'atelier. Voilà. Et ça donne des petites astuces. Et puis, pendant l'accompagnement, les principes, on va dire, c'est de ne pas si vous avez des infos, dire alors il ne va pas savoir faire ça ou il ne va pas faire ça. Non, vous attendez de voir ce que ça donne et vous vous adaptez au fur et à mesure de vos observations. Ne jamais imposer votre aide, ne jamais faire à la place d'eux, ça on a dû vous le dire plein de fois. Toujours demander, est-ce que je peux vous aider? Parler à la personne, oui, si la personne est accompagnée, parlez quand même toujours à la personne, même si c'est l'accompagnant qui va peut-être répondre, c'est quand même elle qui est concernée et ça évite d'infantiliser aussi. Mais après, pareil, vous pouvez plutôt utiliser des phrases simples. Si la personne ne parle pas, c'est pas comme pour ça qu'elle ne comprend pas. Méfiez-vous aussi des personnes qui ont un handicap très lourd au niveau moteur, etc. et qui, en fait, peuvent avoir une compréhension très, très importante à côté de ça. Et puis, s'il y a des troubles visuels ou autres, n'hésitez pas à décrire ce qui se passe sur l'écran en disant je clique maintenant, ce que vous faites, je clique maintenant sur quelque chose qui est en bas à droite ou sur cette image, on voit ceci ou cela. Donc, vous allez faire un peu le traducteur dans certaines situations. Le multicanal, la multimodalité, d'une façon générale, c'est toujours intéressant quand il y a un groupe comme ça, chacun prend ce qui lui est utile. Et voilà, éviter les expressions selon le public que vous avez en face, sauf s'ils sont un peu blagueurs, des fois ils aiment bien en jouer, mais comme vous pouvez le voir à un groupe de personnes non-voyants, bon, ça c'est arrivé, nous, ils étaient plutôt dans l'humour, mais on ne sait jamais. Voilà, si on peut essayer de faire attention, c'est plutôt... L'autre élément pour préparer l'atelier, par exemple, pour inviter les personnes à rejoindre votre atelier, il va y avoir de la communication. Cette communication, donc elle va suivre un peu toutes les règles que je peux vous donner, mais déjà partir d'entrée par quelque chose d'assez simple, du texte clair, etc., ça peut être une bonne accroche et ça vous ouvre le panel du public aussi. Et l'utilisation du FALC notamment, donc, je ne sais pas si beaucoup de personnes ici connaissent le FALC, donc ça veut dire facile à lire et à comprendre. Il y a une autre méthode qui s'appelle le langage clair, donc ça, après, on pourra toujours vous donner d'autres ressources, mais si vous tapez ces mots-clés sur Internet, langage clair et FALC, vous allez trouver beaucoup de choses. Vous avez notamment un site dédié qui est l'UNAPI, qui concerne tout ce qui est FALC, qui est vraiment fourni en méthodologie et en ressources. Et en fait, ça permet de traduire des textes un petit peu complexes en langage simplifié, avec un certain nombre de règles à respecter quand même pour que ce soit estampillé FALC, dont notamment une des premières règles avec le FALC, c'est que ce soit validé par un groupe de personnes qui présentent un handicap mental, une déficience intellectuelle. Donc souvent, ils le font tester par des personnes qui travaillent dans des ESAT ou des personnes dédiées à ça. Et si le groupe valide la compréhension du document et que ce document respecte les différentes règles du FALC, il va être
considéré et validé comme un document FALC. Et donc ça permet, voilà, les règles du FALC vous permettent d'adapter énormément de contenu. Moi, je vous invite fortement à aller là-dedans. Pour vous donner un petit, dans les ressources quand même, que je vous en ai prévu quelques-unes, vous avez quelques bases de données gratuites de pictogrammes, parce que souvent le FALC permet de mixer du texte avec des images pour simplifier la compréhension. Et notamment, quand il y avait le Covid, il y avait des trucs à remplir un petit peu compliqués, parfois avec des textes un peu lourds. Et il y avait des alternatives en FALC qui avaient été créées. Donc là, je vous l'ai mis en exemple à côté. Et puis, vous avez du coup un petit site d'aide à la création pour avoir un éditeur de texte très simplifié, qui est la plateforme web Lirec. Puis voilà, sur le FALC, il y a des formations dédiées à ça qui sont très complètes. Dans la préparation de l'atelier aussi, ce qu'il faut penser, c'est comment dire, envoyer les supports à l'avance quand les personnes elles mettent du temps à appréhender les choses, qu'elles ont besoin de tester si les lecteurs d'écran ils fonctionnent avec, etc. Ça peut être pertinent parfois. Bien anticiper le lieu, la durée, les temps de pause si nécessaire, etc. Et puis, s'il y a besoin d'une accompagnante ou pas. Nous, on avait fait un groupe avec des personnes qui avaient des troubles autistiques, et dans le lot, il y en avait une personne qui avait vraiment plus besoin d'un accompagnement pour cadrer son attention. Et donc, on avait fait les 2-3 premières séances sans, et en fait, là, on avait une AVS qui était venue des fois d'après pour que tout se passe au mieux. Et c'est OK, en fait, il n'y a pas de problème. Et puis, l'étape d'après, une fois qu'on a préparé, bah, c'est de on a préparé l'accueil, maintenant on prépare les supports pédagogiques. Et donc dans les supports, on va avoir l'intention de faire quelque chose de qualitatif à peu près pour un maximum de personnes. Bien sûr, chacun va avoir ses propres besoins. Il n'y a pas d'adaptation universelle, clairement. Mais voilà, si on essaye d'appliquer un maximum les règles et du RGAA et du FALC, déjà, on touche un maximum de personnes. Et après, dans certaines situations, il faudra adapter d'autres choses. Du coup, dans les principaux conseils que je peux vous donner pour les supports de documents, appliquez toujours les mêmes codes couleurs, les mêmes thématiques. Ayez une logique, quelque chose de récurrent d'un atelier à l'autre. Les titres, grands titres, toujours de la même couleur, les sous-titres, toujours de la même couleur. Et que voilà, juste avec le code couleur, ils peuvent aller chercher des choses. Les logos, les pictos, peu importe, mais ça soit toujours un indicateur. Et surtout, utiliser les titrages, les styles de titres dans vos logiciels de traitement de texte, donc titre de niveau 1, titre de niveau 2, etc. Parce que ça va permettre les sommaires automatiques, les navigations, et ça va surtout permettre de scaler sur les logiciels de revue d'écran et lecteurs d'écran pour qu'ils sachent où se déplacer dans les documents aussi à l'aide même du clavier, etc. Donc ça peut être très pertinent. L'autre élément, c'est la police d'écriture. Donc, il faut éviter les polices avec empattement, donc celle-ci, comme le Time New Romance, etc., parce que ça peut créer à un moment donné des fois des fusions sur la lecture du mot. Donc, plutôt préférer Arial, Verdana, Calibri. Il y avait les comics en MS qui étaient aussi très à la mode à un moment donné. Et puis, parfois, il faut personnaliser au cas par cas, il n'y a pas le choix. Et donc, dans le style, il peut y avoir des polices un peu spéciales dyslexiques, alors qui marchent en réalité pas tous les 10, mais qui ont cette notion de, on a un empattement un peu vers le bas, du coup, ça cadre déjà du haut vers le bas pour la lecture, mais en fait, réellement, chacun a sa propre, il faut tester. Alice, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y avait 2 petites questions. Une première sur les pictogrammes, une personne qui demande du coup si ça rend pas plus compliqué le déchiffrage des sites internet. Et après, il y avait une autre question si, le PowerPoint serait envoyé, ça sera peut-être plutôt, du coup, Oui. Anthony qui Sur les pictos, c'est pour ça qu'en fait, il y a les textes alternatifs aussi à voir, et ça dépend des personnes. Donc, on peut les activer ou les désactiver. Mais souvent, un pictogramme, on dit souvent une image vaut 1000 mots. Donc, ça dépend du contexte et du message qu'on veut faire passer. Mais non, pas forcément. Ça dépend, voilà. Si c'est pour la lecture de texte à côté, si c'est pour un lecteur d'écran, s'il n'apporte pas quelque chose de plus, on va éviter de mettre un texte alternatif, sinon il faut le décrire. Donc là, c'était sur la police. Après, il y a la taille du texte qui va, par défaut, il ne faut pas le voir trop petit.
Donc 12 sur écran, 14 sur papier en général, et parfois il faut passer sur du A3. L'alignement du texte à gauche est, contrairement à ce qu'on veut faire bien cadré dans les rapports, etc., pour lire, c'est plus facile d'avoir tout collé à gauche que de tout justifier, parce que ça crée des espaces irréguliers et ça peut être plus embêtant. Donc voilà, si on préfère, il vaut mieux aligner. Et puis les contrastes, il faut que ce soit bien lisible. Donc là, on a plusieurs tips. Si vous cherchez tableau des contrastes sur Internet, vous tombez sur celui-ci qui permet de voir ce qui colle bien les uns avec l'autre. C'est ce qui est utilisé pour les panneaux d'affichage, etc. Et puis, il faut faire en sorte que si vous utilisez un texte clair, vous devez avoir un fond plus foncé derrière. Ça paraît logique, mais même nous, quand on teste, on voit bien. Je ne sais pas vous si vous voyez, mais dans le carré jaune, il y a un texte presque jaune aussi qui est écrit, donc forcément, on ne le voit pas. Ça paraît logique, mais des fois, on oublie. Donc, il ne faut pas oublier ça. Après, dans la simplicité, voilà, on revient un petit peu sur les principes du FALC, à savoir qu'on va essayer de faire des phrases courtes au maximum, utiliser un sujet, un verbe, un complément et pas de conditionnel, plutôt du présent de l'indicatif le plus possible dans vos communications. S'il y a un mot complexe, on le définit tout de suite quand on l'explique aussi, soit à l'oral, soit en écrit. Et il y a une faute aérer vos documents. Et puis, voilà, si besoin, utiliser le FALC, en tout cas le plus simple possible. Et puis, ça, c'est ce qu'on voit plutôt dans la formation un peu poussée. Il y a plein d'outils qui permettent d'aérer de façon automatique les documents, qui permettent de mettre la police, de créer son propre profil d'utilisation de lecteur, par exemple, et d'appliquer, d'aérer le contenu, etc. Donc, pensez-y. Toujours penser au double format. Donc là, c'est plus les règles du RGA, de se dire, voilà, quand on a une version numérique, on peut aussi, d'un texte, d'une image, on va avoir un texte alternatif systématique quand il a du sens, qu'il apporte quelque chose. Donc ça, c'est le point 5. Et puis, toujours prévoir qu'un document que vous aviez en papier à distribuer, toujours l'avoir en version numérique, parce que la personne, elles peuvent avoir besoin d'écouter le texte avec leur logiciel. Donc les TTS, les text-to-speech, les logiciels on sélectionne et on écoute. Si ils n'ont pas en numérique, c'est plus compliqué. Enfin, on peut, mais c'est plus compliqué. Et modifiable aussi selon les usages qu'ils vont avoir du document pour l'adapter visuellement, etc. On peut zoomer s'il est numérique, ce qu'on ne peut pas faire. Et de notre côté, si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, ça peut gêner certaines personnes qui veulent annoter, qui sont plus à l'aise avec cette dynamique-là. Donc voilà, ça peut faire partie un petit peu des choses. Et puis après, quand il y a l'animation de l'atelier, on va éviter au maximum de faire des groupes handicap un peu fourre-tout. À la limite, si c'est vraiment par thématique, pourquoi pas, mais on essaye d'inclure au maximum. Chacun a ses propres particularités, on va s'adapter aux besoins de chacun. Et ce qu'il faut, c'est simplement normaliser les difficultés. On a tous, en fait, une difficulté, que ce soit lié à un handicap ou pas. On va dramatiser et puis on va présenter un peu les outils. S'il y a quelqu'un qui arrive avec un outil de compensation, on va dire, voilà, machin a ça, moi j'ai ça, vous avez ça. Et puis, moi, par exemple, je vais dicter. Et donc, hop, chacun a son petit outil et ça peut inclure un petit peu tout le monde. On va être flexible, valorisant. S'il y a des gens qui ont besoin de pause, hop, ça fera une pause à tout le monde et tant mieux, au moins tout le monde est frais. Il n'y a pas de souci. Quand il y a besoin d'adapter les exercices, on le fera au cas par cas, il n'y a pas de problème non plus. Et puis, quitte à faire des démonstrations de sites Internet, par exemple, dans la pédagogie, autant aller chercher un site qui a été bien conçu au niveau de l'accessibilité et où, du coup, tous les outils de compensation peuvent être utilisés dessus. Et si la personne elle a une aide technique sonore, donc par exemple, elle a besoin de parler pour dicter ou elle a besoin d'écouter le texte ou quoi que ce soit, on va demander au groupe un petit peu, déjà s'il y a des besoins, des sensibilisations au bruit, des sensibilités au bruit, et qu'il va falloir adapter du coup l'environnement, la salle, la classe. Et puis sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un casque anti-bruit? Donc ça peut faire partie des choses à avoir toujours un peu dans ses placards, un casque anti-bruit, des petites adaptations
Ça, on pourra en reparler après dans les questions-réponses. Et au niveau des adaptations clés selon les types de difficultés, donc sur le visuel, ça paraît assez instinctif, c'est ce qui nous vient souvent en premier, donc grossir la taille du contenu, vérifier les contrastes, vérifier les compatibilités avec les lecteurs d'écran. Pour l'auditif, on va activer les sous-titrages, éventuellement une retranscription automatique. Donc là, en classe, c'est pareil, il y a plein de tips qu'on donne dans les formations poussées. Sur les troubles moteurs, on va essayer de ne pas leur demander d'aller trop vite. On va prendre en compte le temps que ça peut demander de faire certaines activités. On va éviter d'avoir des choses avec trop de précision sur le glisser-déposer. Et puis, prendre en compte les demandes, les difficultés et permettre l'utilisation de leurs moyens de compensation s'ils en ont. Et enfin, sur tout ce qui est troubles cognitifs, là, pareil, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Essayer de simplifier tout au maximum, de faire une consigne à la fois, décomposer les tâches et puis de vérifier que les choses sont comprises à l'oral et pas juste à l'écrit. Parfois, illustrer, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas à aller là-dedans. Et après, forcément, chacun, les choses, elles se croisent. Il y a du polyhandicap, du multi-handicap. Donc, tout peut être un petit peu, comment dire, mélangé. Et du coup, au niveau des outils, donc il y avait dans les questions tout à l'heure les ressources, le financier, les aides techniques, le matériel. En fait, ça, il y a énormément de solutions. Et du coup, attends, je regarde juste. Alice, c'est là que tu prends le relais normalement. Il y a la formation en fait de la MENUM qui est là pour aller plus loin sur ça, justement. Attends, j'enlève le partage, je te laisse prendre la main. Oui, merci beaucoup. Il y avait une petite question aussi par rapport à notamment Canva. C'est vrai qu'il y a quelques manques sur l'accessibilité et du coup, une personne qui demandait quand on télécharge, comme on déconseille de télécharger en PDF ou en format image, est-ce que tu aurais une idée, toi, de comment on peut rendre ça plus accessible? Alors, effectivement, quand on télécharge en PDF, c'est une image en PDF, en fait. Mais on peut, avec des OCR, ce sont des logiciels de reconnaissance optique de caractère, transformer tout document en texte complètement modifiable. Et donc, après, ça permet d'ajuster, ou au moins de rendre sélectionnable le texte en lui-même. Pour la réponse, j'en ai profité pour faire le partage. Je ne sais pas si ça a marché. Ouais. Hop, c'était en train d'arriver. Ça marche. Je ne sais pas s'il y avait une autre question que j'ai loupée. Je regarde en même temps. Il y avait quelques réponses par rapport à ça aussi. C'est ça. C'est Oui, vrai dans que moi, PDF, l'outil I il y a Love PDF. PDF Viewer. Nous, on utilise maintenant essentiellement beaucoup PDF Exchange Editor, qui est la version évoluée de PDF Viewer et qui a beaucoup d'outils à l'intérieur très pratiques. Trop bien, merci. Théo, non, je l'ai peut-être entendu, mais je ne l'ai pas testé. Vas-y, Alice, je t'en prie. Pas de souci. Effectivement, donc là, ce que vous a présenté Delphine, c'était assez complet sur du coup un petit peu les bases aussi pour mieux comprendre les différents handicaps, les situations de handicap qu'il peut y avoir, et puis quelques ressources pour vous pour mener vos ateliers, animer, etc., et accompagner au mieux les publics. Et du coup, vous avez quelque chose d'un petit peu complémentaire avec ce qui a été proposé là et qui va un petit peu plus loin, notamment du coup ce que mentionnait Delphine juste avant, un petit peu les différents outils que vous pouvez avoir et les aides techniques qui vous seront présentées lors de la formation. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus en détail, donc c'est une formation qui est à destination de tous les professionnels et bénévoles de la médiation numérique. Donc, ça peut être aussi bien des conseils numériques, mais des médiateurs aussi. Toute personne qui est en fait amenée à accompagner des personnes en situation de handicap sur le numérique. Ça dure 14 heures, donc 2 journées. Si vous avez déjà fait d'autres formations de la MENUM, généralement, c'est ce format-là. Ce sont 2 jours non consécutifs. Comme ça, vous avez aussi une semaine entre les deux pour pouvoir un petit peu assimiler ce qui s'est fait pendant la première journée. La première journée, généralement, se fait en distanciel. C'est la journée où on est un peu plus sur des notions théoriques, où on revient justement un petit peu sur ce qui a été dit là, les notions de handicap, etc. Et une deuxième journée en présentiel, où là, ça favorise quand même pas mal les échanges et aussi les mises en situation et le fait de pouvoir manipuler ces fameuses aides techniques qui vous sont présentées.
Et au niveau des méthodes qui sont utilisées pour cette formation, donc ça varie un petit peu. À l'image aussi des autres formations de la MENUM, vous avez une partie avec des quiz qui permet un petit peu de voir aussi où vous vous situez, notamment au tout début, avant la formation, on vous fait toujours un test de positionnement pour un petit peu voir voilà, si vous avez déjà été dans cette situation, d'accompagner des personnes en situation de handicap, est-ce que c'est des publics que vous avez l'habitude de recevoir ou non. Vous avez du coup toute une partie aussi mise en situation, comme, l'a un petit peu fait Delphine tout à l'heure aussi avec des propositions où vous devez essayer de voir un petit peu dans cette situation-là quelle est la meilleure manière, de faire et puis, pas mal de ressources qui vous sont partagées, des outils et généralement, je crois que Delphine, tu avais partagé aussi à la fin de la formation qu'on avait faite, un petit document qui récapitulait, ce qui s'était fait pendant la formation avec en plus des noms d'outils et cetera. Voilà et la cartographie professionnelle, donc ça, c'est aussi quelque chose qui se fait dans d'autres, thématiques où du coup, ça vous permet un petit peu sur votre région et de manière, plus locale aussi d'identifier les différents, professionnels qui travaillent avec des personnes en situation de handicap pour, parfois, du coup, pouvoir aussi leur proposer d'accompagner ces publics-là. Sur la partie un peu plus concrète, donc qu'est-ce qui se passe dans cette formation? Vous avez du coup au niveau des savoirs, les méthodes de médiation et des ressources pédagogiques adaptées, donc ça c'est ce que j'ai mentionné un petit peu. Au niveau des savoir-faire un peu plus concrètement, ça va être sur les différentes postures, pour s'adapter aux différents handicaps, ce qu'a présenté un petit peu Delphine aussi tout à l'heure. Des ressources, donc on va revenir sur le FALC, des schémas et cetera. On a une partie aussi, ça il y est pas, mais qui reparle un petit peu aussi du règlement d'accessibilité. Donc c'est toujours pareil avec la posture, comment accueillir et accompagner les personnes et sur les savoir-être, donc pouvoir communiquer de manière, plus appropriée, comme un petit peu la dernière partie qui a été présentée avec, les différents supports, les polices utilisées, les formats d'animation, pour inclure un maximum les personnes et du coup, on a fait cette formation nous, en région PACA, et cette formation s'est très bien passée. La note, au national est à peu près la même aussi. Donc c'est une formation en tout cas qui fonctionne bien Ça? et qui Non, est je sais plutôt pas. appréciée. C'est dehors. Je sais pas si Delphine, Pardon, oui. toi, tu Non, m'as dit que ça avait je lisais les questions en même temps. OK. Oui, Oui, on parce a. que tu peux partager, je regardais pas en même temps, n'hésite pas si jamais il y a des questions. Non, non, c'est bon. Vas-y, continue, je t'en prie. Elle va être Euh, contente, merci. C'était la dernière chose, enfin la dernière slide, je crois, mais c'était voilà pour remettre un petit peu ce qui a plu, parce que du coup, dans les questionnaires de satisfaction, on vous demande un petit peu généralement ce qui a le plus plu. Donc, c'est effectivement la présentation des différents types de handicap. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses aussi. Je m'inclus parce que en travaillant avec ICOM, j'ai beaucoup appris aussi sur ça. Mais sur les différents types de handicap, notamment, il y a pas mal de handicaps qui sont non visibles. Et il y a également des handicaps où on a certains peut-être préjugés ou en tout cas, on s'imagine qu'on comprend et en fait, il y a plein de choses qui vont avec et qu'on n'avait pas forcément identifiées. Et notamment ce qui a été abordé un petit peu tout à l'heure, le fait de pas forcément, arriver de manière frontale et de poser la question à la personne, ce qui peut être un petit peu, déroutant, mais plutôt de venir demander: «Est-ce que vous avez des besoins particuliers?» et cetera. C'est quelque chose qui est d'ailleurs que la MENUM fait, dans les formulaires d'inscription. Voilà. La découverte des outils, ça, c'est quelque chose qui est toujours, j'ai l'impression, précieux pour vous, d'avoir des outils concrets, pour pouvoir les appliquer dans vos accompagnements et puis, la partie échange. La mise en commun des partenaires, locaux, les lieux aussi qui accueillent et de manière plus générale, les échanges entre vous pour notamment les conseils numériques qui auraient, accompagné plusieurs fois des personnes en situation de handicap. Le fait de pouvoir faire des retours d'expérience et de le partager entre vous, c'est quelque chose qui est pas mal ressorti et c'est vrai que la formation, c'est vraiment aussi un espace pour pouvoir le faire, que je sais que vous êtes, pas mal pris dans vos missions, sur les accompagnements et du coup, c'est aussi, les formations sont aussi faites pour ça, pour pouvoir avoir un temps d'échange entre vous et pouvoir, voilà, mettre en commun, vos savoirs et vos pratiques et je crois C'est que vrai j'en ai ouais, et c'est vrai que l'avantage des formations que j'ai pu faire moi de mon côté, c'est que je me suis pas trop étalée au début, mais en fait, ICOM Provence, c'est centre de ressources handicapés numériques. Donc, en fait, on a le matériel que vous avez vu dans une des slides, on l'a, en fait, nous, dans nos placards. Donc, ça permet de tester, de manipuler, de voir un petit peu
comment ça fonctionne. Si les personnes viennent avec, vous avez déjà une première sensibilisation. Et puis, sinon, ça permet de se dire, ah oui, ça pourrait être utile pour plein de situations qu'on a rencontrées. Et donc, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on en ait un dans nos placards, etc. Donc, ça apporte aussi une plus-value de ce côté-là. Et Je vois qu'il y a des personnes qui participent à la formation, qui sont parmi nous. oui, parce qu'il y avait beaucoup de personnes à un moment donné qui disaient qu'il n'y avait pas forcément, il y avait des annulations de formation, Oui. etc. Alors, peut-être que Ondine veut rebondir sur ça. Oui, j'attendais que tu finisses sur la formation. Merci beaucoup à toutes les deux pour tous ces super éléments. C'était hyper enrichissant. Sur la partie formation, en effet, alors des fois elles sont annulées, des fois il n'y en a pas d'organisées. Quand elles sont annulées, c'est souvent qu'il n'y a pas assez de personnes qui est intéressé par la formation ou par le créneau proposé. Donc, du coup, l'organisme de formation ne peut pas maintenir cette session. En revanche, n'hésitez pas à faire remonter justement vos besoins en formation. Si vous êtes plusieurs d'une même région à vouloir faire une formation justement sur par exemple, les personnes en situation de handicap, vous pouvez tout à fait vous rapprocher soit de votre organisme de formation, soit de votre coordinateur, qui peuvent, du coup, avec l'OF, avec l'organisme de formation, organiser des nouvelles sessions. Pour l'instant, les sessions 2026 n'ont pas encore été publiées, mais voilà, n'hésitez pas à diffuser. Je ne sais pas si ça coupe aussi pour. Oui, non, ça coupe. On a perdu, on dit. Oui. Entre-temps, il y avait, je ne sais pas si ça, tu l'avais vu passer, Delphine, mais une personne qui mentionnait Asia Linux. Oui, tout à fait, sur tout ce qui est adaptation assez complète avec une clé USB. On l'a effectivement aussi, hein, ça fait partie des choses qu'on peut tester. Et ils font aussi des formations. Donc oui, ça fait partie des outils, notamment troubles visuels, qui sont plutôt chouettes. Et puis, du coup, pour rebondir, effectivement, merci, c'est Alice, c'est toi qui l'as remis. Oui, j'ai remis du coup. De ce qu'on a vu là, c'était vraiment un résumé et une introduction un petit peu au grand principe. Mais si vous voulez un petit peu plus de détails, même en termes de ressources sur ce qui peut se faire, on a fait un MOOC avec Income Provence qui est gratuit, où il faut juste s'inscrire et qui du coup intègre plein de ressources dedans, tous les liens. Et pour le sujet d'aujourd'hui, donc l'inclusion en atelier numérique, c'est plutôt le module 1 du MOOC, mais vous allez avoir des ressources dans le module 3, par exemple, sur tout ce qui est adaptation visuelle et sur les troubles 10, la lecture, etc., plutôt dans le module 6, par exemple. Enfin voilà, il y a des petites pistes qui viennent compléter aussi un peu la formation Manum, mais en tout cas, pour le webinaire, c'est plutôt le module 1 qui complète ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà. Du coup, on t'avait perdu, ça avait coupé. Oui, désolée, c'est les joies du direct. Mon ordinateur s'était déconnecté, c'était génial. Oui, du coup, je disais, n'hésitez pas à nous faire remonter les besoins et puis on se tient au courant, on se tient à disposition plutôt, aussi bien avec Alice en PACA que avec les autres responsables de formation dans les autres OF et nous à la Mednum également. Donc, c'est pas magique et ça demande du temps aussi de ce recensement des besoins. Donc, c'est normal si jamais vous avez déjà fait remonter et que c'est pas encore mis en place, mais c'est des choses voilà, qu'on prend bien évidemment en compte et sur lesquelles on fait en sorte de pouvoir faire des améliorations. Et ça fait aussi partie des améliorations qu'on vous a présentées en septembre, voilà, pour qu'il y ait moins de frustration par rapport à tout ça. Il y avait j'ai vu passer une question sur comment se procurer du matériel ergonomique, etc. Alors, ça dépend aussi dans quel but et quel projet. Si c'est pour l'avoir au sein de la structure, bon, là, il y a plein de leviers différents.
Mais ça dépend des structures. Des fois, c'est des fonds comment dire, des financements d'investissements qui peuvent être demandés, etc. Et ça, d'ailleurs, c'est un peu abordé dans la formation. Mais sinon, ça peut aussi être des prêts, en fait. Juste vous identifiez quelque chose qui vous dites, bah, pourquoi pas un support ergonomique et les revendeurs peuvent faire parfois des prêts où il y a des structures comme le Tech Lab ou quoi qui peuvent prêter le temps de faire un essai pour voir si ça lui va bien ou pas. Et puis de toute façon, voilà, il ne faut pas hésiter à orienter vers des professionnels pour que la personne elle aille tester aussi pour elle-même et qu'elle puisse après derrière potentiellement faire une demande individuelle de matériel adapté parce qu'en fait c'est ça l'objectif à la fin. Et les ergothérapeutes sont aussi là pour guider sur ces aspects-là. Donc voilà, mais si vous voulez avoir un peu de stock, bah, il y a des choses assez classiques qui ne coûtent pas très cher. Une souris verticale, support d'avant-bras, des petites choses faciles, des gommettes à mettre sur les touches du clavier pour grossir la taille des touches, des petites choses comme ça. Après, voilà, n'hésitez pas à essayer de demander des prêts aussi. Voilà, si vous avez d'autres questions. La légende raconte que la MDPH, oui, en fait, il y a aussi un lien plutôt avec l'AGFIP pour les salariés. Et c'est pas qu'une légende, effectivement. Ils peuvent demander du financement de matériel, il faut tout un process. Il y a les dispositifs SAS, les services d'appui spécifiques, aussi pour les gens qui sont en formation. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Non, pas forcément, mais en tout cas, il y a soit des demandes individualisées en termes de compensation de handicap, soit on passe par des systèmes. Il y a plein de petites pistes, en fait, voilà, selon la situation, le contexte et les besoins de la personne. Des fois, c'est plus ou moins pratique de passer par l'un ou par l'autre, ou plus ou moins possible. Voilà. Il y avait aussi Johan qui proposait de sensibiliser sur ce thème parce qu'il est dyslexique, du coup. Je ne sais pas si tu as vu passer. Non, Si j'ai pas vu. jamais, si jamais il y a un besoin, je ne sais pas si peut-être, Ah oui, Johan, tu veux nous donner ton mail ou Delphine peut mettre le sien, je ne sais pas ce qui est le. oui, si Si vous jamais avez vous besoin de souhaitez échanger. me joindre pour diverses raisons, c'est le mail général, on va dire. Euh, Et peut-être je rebondis juste par rapport aux formations, parce que je vois qu'il y avait pas mal de messages sur ça. En fait, c'est un petit peu la même problématique partout. On sait que vous avez des difficultés de déplacement et nous, en PACA, on a les mêmes soucis que dans les autres régions. En fait, il y a des minimums d'inscrits aussi pour pouvoir maintenir des sessions. C'est pour ça qu'il peut y avoir des annulations parfois, parce que du coup, il faut quand même que les formateurs puissent être rémunérés. Et du coup, avec un minimum d'inscrits, ça permet quand même d'assurer ça. Et je pense qu'ils essayent au maximum de maintenir. Après, ils ont aussi besoin que vous remontiez vos besoins en termes de thématiques pour pouvoir créer les sessions. Et sans ça, c'est un peu compliqué. Parfois, on crée des sessions sur des thématiques et on se rend compte qu'en fait, les besoins ne sont pas forcément ceux-là. Et du coup, voilà, si vous arrivez à peut-être remonter via vos coordinateurs, coordinatrices départementaux, départementales, ou directement au hub, si c'est eux qui gèrent ça, ça peut aider. Voilà. J'espère que ça peut vous aider d'avoir cette info. Merci beaucoup pour tout ça. Il reste encore 5 minutes à ce webinaire, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. oui, Et redire en effet que la formation, alors c'est pas que de la VNU, mais elle est collective parce qu'on a fait travailler aussi
personne experte du sujet sur le contenu. Donc, on n'est pas du tout les seuls à avoir créé cette formation. Mais donc, du coup, cette formation plus le MOOC de Ecom Provence sont complètement complémentaires et peuvent vraiment bien se répondre. Vous aurez bien évidemment le replay et le PowerPoint à disposition sur les bases très prochainement. Et pour... Je vous ai mis Oui. le lien vers le FALC, vers un peu les guides du FALC aussi dans le chat. Pardon, Trop chouette. Ouais. Non, pas de souci. Trop bien. C'est une ressource importante. Trop bien. Et puis, en effet, pour les personnes dont les formations sont annulées, il y a possibilité, comme disait Alice dans le chat, de reporter ses crédits jusqu'à mars 2026. Et la formation 100% distancielle, je ne sais pas si elle est Elle est reconduite. complète, malheureusement. Elle est Mais oui, puis en plus des formations distancielles, c'est vrai qu'on essaye d'avoir plutôt un petit peu moins, enfin, la jauge, on va dire, est un peu plus petite pour assurer la qualité de la formation. Parce que c'est vrai qu'en distanciel, c'est plus compliqué de créer un écosystème interactif et que vous puissiez échanger comme il faut. Donc voilà, mais j'avais fait la demande à Caroline, je pense que je crois elle est au webinaire là, mais sur la possibilité d'en refaire une. Mais voilà, c'est un peu compliqué logistiquement, mais voilà. Vous avez quelques formations qui sont en distanciel. Je sais qu'elles se sont complétées assez vite. Je crois qu'il y avait réfugiés, accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, le Et handicap et oui, TPE, PME aussi. c'est ça. Mais c'est vrai que ça se remplit vite. Et là, on va avoir des formations CAFEIA aussi en distanciel. Pas si, voilà. En tout cas, on voit que la thématique intéresse et donc ça, c'est hyper chouette. Merci beaucoup. Ouais, du coup, j'ai mis le lien. Peut-être juste, je rajoute bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Je m'inclus seule. Enfin, c'était juste pour préciser, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a demandé si la formation était gratuite. Et du coup, elle est prise en charge pour les conseillers numériques. Et autrement, sinon, vous pouvez la faire financer via un OPCO, notamment une formation, si jamais vous êtes dans une structure du social et que vous êtes affilié à une formation. Il y a toute une enveloppe qui est prévue dessus. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités de financement dessus. Mais c'est pas gratuit sinon. Et une fois que vous serez plus conseiller numérique, parce que je vois qu'il y a la réponse. Une fois que vous serez plus conseiller numérique, du coup, c'est pareil, ce sera fonctionner avec l'OPCO ou avec les financements de formation si vous êtes dans le public, dans une structure publique. Voilà, et peut-être qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, c'était Ondine qui avait répondu là sur si c'était encore pris en charge après la fin des contrats. Et du coup, je rectifie. Ondine s'était trompée. Une fois que les contrats de conseiller numérique sont terminés, du coup, il n'y a plus de prise en charge. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous incite autant à venir profiter des crédits de formation tant qu'il est encore temps. On est super souple sur les crédits. Si vous avez dépassé un petit peu, on peut toujours s'arranger. Donc, je vous invite à vous inscrire et on verra ensuite. Mais il faut vraiment que vous soyez encore conventionné pour pouvoir en bénéficier de la prise en charge. Voilà, c'est tout pour moi. Et sinon, n'hésitez pas à envoyer un message sur formation@lameline.coop et puis on vous répondra si vous avez des questions. Carrément. Et j'ai vu aussi dans le chat qu'il y avait Bernadette de Asia qui disait que, en effet, les conseillers numériques ne sont pas forcément formés à l'accessibilité. Et c'est ça. suspense. Bon. Ça a bugué de Les aléas du direct.
Après, oui, en dehors de si vous êtes conseiller numérique, je pense que voilà, on est plusieurs à être aussi. Il y a des organismes de formation un petit peu partout aussi sur ces thématiques-là. Nous aussi, on fait du sur-mesure ICOM. Il y en a plein. Donc, il ne faut pas hésiter à aller fouiller, à solliciter, à utiliser vos droits, vos autres droits si vous en avez. Et puis, voilà, il n'y a pas de. Oui, et sur les bases, c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources. Je ne sais pas si c'est un outil que vous utilisez régulièrement, mais nous, on essaye de partager beaucoup de ressources aussi pour mettre en commun avec tout le monde. Et on a eu justement un genre de centre de ressources qu'on a mis sur les bases où il y a des thématiques variées, dont la thématique du handicap. Si jamais ça peut vous donner aussi des outils. Je ne sais pas si je peux retrouver ça, mais voilà. Je sais pas si Ondine Je ne sais pas si elle revient ou pas. va pouvoir revenir. Ah bah, j'ai retrouvé la ressource. Normalement, ce qui est Amandine chouette, essayait c'est de que... rejoindre, Ah bon, super. Ce qui mais est chouette en plus, c'est que sur les bases, tout le monde peut ajouter des contenus. Donc, n'hésitez pas. Désolée, je me suis fait censurer par mon ordinateur une fois de plus. Pas de souci. De toute façon, il est 15 heures. Je vous propose qu'on s'arrête là. Immense merci à vous deux, Alice et Delphine, pour ce webinaire. C'était hyper intéressant et j'espère que ça a donné envie à des conseillers, médiateurs numériques et autres personnes qui étaient parmi nous d'en savoir plus sur l'accessibilité. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions. Et puis on vous mettra les ressources en plus qui ont été partagées justement par Delphine, par Bernadette de Asia, etc. On vous les mettra en plus dans le PowerPoint pour que vous puissiez les retrouver facilement. Merci à tous et à toutes, et puis à très bientôt. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.